Il est notre invité exceptionnel, un enfant chéri de l'internet français. Il raconte des histoires, parfois comme Père Castor et parfois comme Élise Lucet. Son nom, Sylvain, mais sur YouTube, il a remplacé le A par un Q. Est-ce qu'il fait partie du réseau complotiste QAnon? Non! A-t-il un clavier américain en QWERTY qu'il ne maîtrise pas très bien? Peut-être. Son portrait un peu plus précis va vous être dressé par la magnanime Laurence Méride. Prénom, Sylvain. Oui. Nom de famille, on va le laisser le dire lui-même parce que je suis pas sûre. Sevzik. Sevzik. C'est du polonais et le problème de ma vie. Sylvain Sevzik, c'est très joli. Sylvain a 30 ans, 342 000 abonnés sur YouTube et un CV bien fourni. Tu as sûrement déjà vu, lu ou entendu un contenu de lui. Pêle-mêle, on lui doit le concept Becherel ta mère, le manuel de la grammaire d'Internet pour que plus personne ne dise au jour d'aujourd'hui. Il a aussi travaillé pour la chaîne YouTube Golden Moustache, où sont passés Adrien Méniel, Florent Bernard ou McFly et Carlito. Et sur sa chaîne YouTube, Sylvain raconte des histoires aux sujets variés, comment il a participé à Motus, mais il aime aussi l'investigation. Il est connu pour avoir révélé notamment l'identité de la chaîne YouTube, controversée, Lama Fâché. On lui doit aussi des enquêtes sur les plagiats de La Fond Presse. Et dernièrement, il a parlé d'une erreur de compta qui s'est transformée en film d'espionnage comme dans James Bond. Mesdames et messieurs, l'inclassable et talentueux Sylvain est dans Réseau. Merci beaucoup. Bah, on aurait quand même pu mettre les applaudissements stade. Franchement, là c'était des Là, on petits dirait la machins foire à là. la saucisse. Ça pue. J'ai jamais eu une présentation pareille, merci beaucoup. Et bah ça, c'est tout ce qu'on veut entendre. Cette émission est terminée, merci. Très bien, merci d'être venu. Ça va, Bienvenue Sylvain déjà. Ça va, très bien, ouais, merci. Je disais, c'est très gentil comme présentation. Et ben ça me fait plaisir que tu sois content. Merci d'être là, vraiment, on en a parlé, t'as fait plein de choses. Tu donnes peu d'interviews, mais comme tu nous l'as dit quand t'es arrivé, bah si on m'invite, moi je viens. Oui, c'est vrai. Si Donc, c'est sympa, je viens. Maintenant que tu es là, est-ce que tu peux nous raconter comment t'en es arrivé dans la création? Est-ce que tu peux un peu nous raconter depuis le début le parcours d'interneteur? Ça commence comment? Waouh, ça commence loin, un parcours d'interneteur quand on a 30 ans et qu'on a grandi un peu sur internet. T'as ce truc de. Moi j'avais un modem 56K il y a fort longtemps. Là on remonte peut-être un peu trop loin, mais ouais, non, l'idée c'est de. Pas Non, mal, c'était pas ce bruit-là. Je veux dire, en tout cas, mon parcours, oui, c'est beaucoup d'heures perdues sur internet et d'envie de partager des trucs aux gens. Ouais. T'as fait des études, t'as commencé comment? Par quoi? J'ai un piètre DUT informatique qui est sympa mais qui est un peu daté maintenant et non, j'ai eu beaucoup de chance en fait de faire des trucs sur internet et que ça serve un petit peu dans mes entretiens d'embauche et trucs comme ça, et je me suis retrouvé aussi bien dans des agences de pub que finalement tu vois Golden Moustache ou des trucs comme ça, et j'ai eu cette chance de pas avoir trop besoin d'études jusque là, donc je pense que maintenant c'est bon. Parce que justement, quand t'es sorti de ton DUT, tu t'es dit quoi? Tu voulais faire quoi? Je me suis dit que j'aimais bien coder, mais quand même je préfère essayer de faire de la vidéo et des trucs comme ça, et j'ai commencé un peu à ce moment là, mais à titre perso pour s'amuser un peu, et j'ai trouvé une alternance via Twitter. Donc il y a 10 ans c'était pas trop ça de trouver du taf via Twitter. Ouais. Je pensais que c'était un fake compte qui me répondait n'importe quoi, et j'ai appelé et non, ils m'ont pris en alternance pour faire de la vidéo, et puis je suis resté là-bas un peu, c'était à Lyon à l'époque. Et après je suis arrivé à Paris pour faire du CM notamment, Donc community pour être management. Community manager. Ouais. Et t'as commencé où ça, le community management? Dans une agence de pub qui s'appelle Marcel chez Publicis, d'accord. donc qui à l'époque gérait la communication d'Oasis, notamment à la grande époque. C'est toi le les responsable super des Ce Oasis pubs. n'est Meet pas Free? moi. Je C'est ne toi qui faisais fais pas les de jeu de vannes? mots. Non. Des Sur les fruits fruits de l'autre Je sauce le du connaissais. fun. Non, c'est pas lui, c'est pas la C'était peine de un collègue. l'attendre dans le studio. Non, ne me frappez pas. Et ouais, donc j'ai géré quelques comptes de marque pendant à peu près un an, et après je suis parti un peu en freelance. Et au final, je me suis retrouvé chez Golden Moustache, où je bossais notamment sur le site, où on écrivait des articles très stupides, globalement avec Babor et d'autres rédacteurs. Babor l'éléphant. Babor l'éléphant, qui a une chaîne YouTube, qui s'est fait connaître aussi sur Twitter. Ouais. En tweetant comme un débile. Oui, c'est ça, c'est un beau Et qui CV. maintenant fait des chaînes YouTube, enfin fait une chaîne YouTube avec des vidéos assez marrantes, et qui a fait si vous avez l'occasion d'aller sur la chaîne de Babor l'éléphant, vous allez voir, il y a 3 vidéos, une trilogie sur l'histoire de son procès dantesque contre le faux influenceur David Michigan. Ouais, C'est super. c'est passionnant comme Ouais. sujet. Je suis allé à son procès justement pour voir un peu ce que ça a donné, et c'était très intéressant. Et toi aussi, Sylvain, tu es sur YouTube Oui. et t'as fait des enquêtes pendant des années. Pendant combien de temps à peu près? La chaîne YouTube, elle a à peu près un peu plus de 4 ans, mais on n'a pas été des très bons élèves sur la durée, c'est-à-dire qu'il y a des années où il n'y a rien, mais ouais, ça fait à peu près ça. Et je disais, comme celle de Lama Fâché par exemple. Et ensuite, t'as arrêté
Justement, pourquoi? J'ai fait une petite pause parce que j'ai repris un travail entre-temps. Parce que en fait, je faisais toujours ça sur la côté et en fait, avoir un travail à plein temps, bah, ça prend du temps. Et perte de motivation pendant un temps. Enfin, on a mis un peu ça de côté, mais on n'a pas rien fait pour autant pendant ce temps-là. C'est-à-dire qu'il y a eu, je crois, une vidéo sur l'année 2020. Et pendant ce temps, en fait, on a accumulé des sujets, des idées, des choses comme ça. Donc là, on a quand même de la marge aussi pour faire des trucs plus réguliers. Et l'idée, c'est de pouvoir s'inscrire un peu dans cette... ce timing de YouTube qui est publié régulièrement, ce sur quoi on n'était pas très bon. Tu as travaillé, enfin tu as pris un vrai travail entre guillemets, mais bon, parce que tu avais besoin de gagner ta vie ou bien parce que tu en avais envie à ce moment-là? Parce que j'avais une bonne opportunité et donc je l'ai prise, c'était chez une plateforme de contenu où je bossais dans du marketing notamment et voilà, donc j'ai fait ça pendant quasi 2 ans, pendant un peu la grosse période Covid et ensuite je suis parti en me disant bah là on va monter une boîte, on va faire un vrai truc, on va louer des petits bureaux. Parce que ouais, je te posais la question parce que je me demandais si tu arrivais à vivre en fait de tes enquêtes. Là je vis du chômage et de la boîte qu'on est en train de créer, mais là pour le moment donc pas trop de galères sur la première année, mais ouais l'idée c'est de voir, on a la chance de faire pas mal de vues à notre échelle, donc on a la publicité YouTube, on a les placements de produits aussi, on en fait comme tous les youtubeurs et ça c'est vrai que ça pèse pas mal dans la balance pour acheter du matos, louer un bureau, ce genre de choses. Et l'idée, c'est de grossir tranquillement, de façon régulière, en vidéo. Et donc on est content. Je sais que sur la question des placements produits, je me rappelle d'un des premiers placements. C'était peut-être Lama Fâché d'ailleurs. Pas sur le Lama, je sais plus sur quoi le premier. C'était une des premières grosses vidéos. Ouais. T'en avais fait un et t'avais pas l'air forcément à l'aise. Tu t'étais beaucoup. À l'aise. En tout cas, t'avais expliqué. Bon, bah voilà, je l'ai fait. Comment aujourd'hui, c'est indispensable et à peu près est-ce que tu peux nous dire, sans forcément dire les noms, même si ça nous arrange, des sommes en fonction du nombre d'abonnés? Bah, c'est compliqué parce que tu vas avoir par moment des créateurs qui vont être ciblés par rapport à l'annonceur tu vois, qui a besoin d'un truc précis. Je dis n'importe quoi, tu fais de la tech, et ben tu as un opérateur par exemple qui vient, tu peux le vendre plus cher pour des placements assez généralistes sur les jeux mobiles, les choses comme ça, les VPN, c'est vrai que c'est beaucoup plus grand public. C'est quand même quelques milliers d'euros qui servent bien quoi. Je veux dire, c'est du 4 chiffres, c'est du 5 chiffres. C'est entre 4 et 5, ça dépend. Et après voilà, si on passe par un agent, il y a forcément ça qui parle, forcément les déclarations ensuite. Non bien sûr, mais c'est juste pour avoir. Ouais, mais pour le coup, nous ça nous sert essentiellement à payer. Bien sûr, tout ce qu'on est en train de faire. C'est pas quelqu'un qui vient avec une liasse de 10 000 balles et qui te la met dans la poche. J'aimerais bien, mais pas pour le moment non. Mais c'est intéressant de découvrir justement et en fait monter une boîte. Juste, on viendra juste sur la boîte, mais est-ce que parce que Laurence te parlait des enquêtes, est-ce que le format enquête très investigation, tu l'as arrêté parce que tu as eu des problèmes? Non, pas du tout, c'est juste que c'est dur de trouver des sujets intéressants, pas forcément traités et sur lesquels on arrive à être là à temps. Et le propre d'une enquête, c'est que tu as besoin de temps en fait. Tu fais des investigations, tu mènes des investigations, donc de toute façon, tu peux pas sortir une enquête tous les jours, ça c'est impossible, il faut que tu puisses t'investir et puis sortir une vidéo à la limite. Déjà une fois tous les 2 mois, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, et enfin surtout pour ce genre de format-là, mais c'est surtout aussi trouver l'idée, tu vois, c'est vraiment se dire, tiens, il y a un truc à creuser là-dessus. Parfois on creuse des trucs, ça nous sert à rien, donc on garde du stock, etc. Mais non, c'est juste parce qu'en fait, il y a le créneau enquête est vachement intéressant sur YouTube dans le sens où les gens aiment beaucoup ce genre de format. Et ils aiment beaucoup aussi les histoires qui sont de plus en plus longues, sur lesquelles on peut s'étaler un petit peu. Et du coup, on a décidé d'alterner un peu les deux. En essayant de bien faire comprendre aux gens ce qu'était une enquête, ce qu'était une histoire, ce qui n'est pas toujours facile parce que les formats, on voit la même personne, donc les gens se disent que c'est un peu la même chose. Mais ça nous plaît bien, de raconter des histoires un peu méconnues aussi, de piratage, d'espionnage, ce genre de choses. Et donc tu as dit que vous étiez deux? Vous êtes deux à trouver en fait les sujets et à mener les investigations? Ouais, je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Jules, qui était un abonné à l'époque, qui m'a envoyé un DM un jour en disant j'ai creusé un peu plus, j'avais du temps et j'ai trouvé plein de trucs en plus et j'ai fait un peu frustrant après 6 mois à bosser sur un sujet. Et on est devenus potes. Au début il était en Italie, donc c'était via Discord, ce genre de choses en ligne. Et maintenant, là, il est proche de Paris et donc on va au bureau tous les jours. On s'amuse bien. On a monté notre petit truc et il est beaucoup sur l'écriture. Lui. Et comment vous trouvez les histoires? C'est des gens qui vous envoient parfois, des gens qui disent j'ai trouvé ça bizarre. Est-ce que tu saurais pas pourquoi ça se passe comme ça? Enfin, comment tu les reçois? Ouais, on a des propositions sur les enquêtes, notamment. Je sais que La Fond Presse, c'était quelqu'un qui bossait dans un média qui nous a dit j'ai écrit un article sur un site, il s'est retrouvé imprimé dans un magazine. Je comprends pas. On est en procès avec eux, etc. C'est quelqu'un, une entité qui vraiment imprimait les articles des autres. De façon plagiée.
dans des magazines et qui a jamais été vraiment embêté. En fait, c'était vraiment un groupe de magazines qui Ouais. volaient des articles de C'est ça. partout. Et qui doit encore le faire à l'heure actuelle, hein, je pense. Hein. Je pense que ça n'a pas changé grand-chose pour lui. Mais donc voilà, il y a pas mal de gens qui nous envoient des trucs. Et sur les histoires, ça dépend. C'est souvent Jules qui a, je sais pas, une expertise pour trouver des sujets un petit peu perdus comme ça derrière les étagères, un peu poussiéreux et qui sont vachement intéressants. Histoire de donner envie, peut-être, est-ce que tu peux donner des exemples de 3 vidéos que t'aimes bien? Que j'aime bien, moi une de mes préférées, je pense que c'est celle sur Second Life où on explique un peu ce qui était, alors c'est encore plus actuel maintenant avec toutes ces histoires de métaverse et ça l'était pas forcément à l'époque, mais c'est un truc que moi j'avais vu quand j'étais gamin qui était ce monde virtuel en 3D qui ressemble littéralement à ce qu'on voit dans les métaverses mais qui existe depuis je sais pas loin de 20 ans, 15 ans. Ouais, début 2000. Ouais, c'est ça. Et c'était vachement intéressant parce qu'on est allé rencontrer quelqu'un qui était un artiste dans le jeu depuis des années, qui avait refait sa maison dans le jeu, son atelier et tout. Et il y a quelque chose d'intéressant d'aller voir un petit peu plus loin que le côté on va se moquer des gens qui sont dans ce monde virtuel et qui évoluent là-dedans et qui consacrent une partie de leur vie à ça. Et c'est assez touchant aussi de voir ce qu'ils construisent dessus et la vision qu'avait le créateur aussi de ce truc-là. Ouais, la m'a fâché, c'est toujours aussi une vidéo intéressante, je trouve, où on a vraiment un peu l'enquête pure. Je me permets d'en citer une. T'as Ouais. fait un truc vachement bien. Si c'est Motus. Je l'ai dit au début déjà. Oui, c'est vrai. Évidemment, allez la voir quand même. Ce sera votre préféré. Non, c'est tu as fait une enquête sur les arnaques au CPF. Oui, ouais, c'est un ami qui nous a parlé de ça, je crois que c'était fin novembre, il y a à peu près un an, et qui nous explique que lui il s'est fait appeler, moi je connaissais même pas trop le CPF encore à l'époque, je n'avais pas trop été contacté et spammé par le CPF, et à partir de là on a commencé à enregistrer un peu tous les appels qu'on recevait, à essayer de leur faire dire des choses. Et ouais, effectivement, on a fait une grosse vidéo avec notamment quelqu'un de la Caisse des dépôts qui s'occupe de ça au niveau de l'État. Donc c'est super cool déjà de voir qu'on est compris et qu'on nous accepte des interviews qui sont pas forcément dans leur sens aussi tout le temps. Et Surtout donc qu'ils privilégient en plus, comme tu dis, c'est cool d'être considéré quand on sait Ouais. qu'ils vont plutôt répondre à France Info ou bien à Bien TF1 ou à des gros médias Ouais. généralistes. on était étonnés, nous on a contacté vraiment par hasard et on a insisté un peu et puis ils se sont dit ouais, ok, on va essayer de faire le truc et voilà, l'idée c'est de montrer d'où vient le problème, si bien au niveau de l'État que de ceux qui ont trouvé comment exploiter un peu la faille, c'est-à-dire en créant des sociétés de formation vraiment à la chaîne, vendre des PowerPoint pas très chers qui sont désormais à 2000 €. Donc t'as tout ça qui est très intéressant et c'était surtout beaucoup de trucs à expliquer, de rendre intelligible l'administration française quand même à un moment. C'était pas très sexy comme recherche, mais c'était intéressant et les gens ont bien kiffé. Donc, Oui, parce qu'en fait c'est quelque chose qui nous concerne tous, parce qu'on a tous reçu des appels oh oui. ou des textos qui nous proposaient d'aller voir et de dépenser notre compte formation. Et d'ailleurs aujourd'hui, en plus dans la vie, sur Instagram, il y a plein d'influenceurs qui proposent des formations en Il y en a eu, disant... Moi j'ai reçu un appel encore hier là, franchement j'en peux plus. C'était Magali ouais. Berda et tout. Elle me disait, En ouais. direct. Non, c'est pas- Mais voilà. Et alors justement, t'as dit c'était un peu difficile de rendre ça sexy. Et justement, ce qui est marrant, c'est que t'es sur YouTube. Tu fais pas forcément des sujets très putaclic. Pas trop en Non, mais général. tu vois, c'est pas des sujets putaclic, mais pourtant tu fais des vues. Ouais. Et comment est-ce que tu expliques? T'as une stratégie? Comment ça se fait? Il n'y a pas une énorme stratégie derrière, on est déjà super reconnaissant des gens qui aiment ça et qui sont... En fait, on a la chance d'avoir une communauté qui est vraiment là, et dans l'ombre, qui parle pas trop, mais qui est là pour voir les vidéos, et ça c'est déjà super agréable. Et t'as Et, pas dit pas une énorme stratégie, ça veut dire qu'il y en a une petite quand même. Il n'y a pas forcément une grosse stratégie. En fait, le truc, c'est. Moi, je sais qu'il y a un créateur américain qui s'appelle Kobeli, qui est un mec qui a un peu masteré tout le truc de faire des chaînes YouTube, etc., qui avait dit une phrase que je trouvais vachement intéressante, pas trop stratégique, mais qui dit en fait, essayez de donner aux viewers vraiment une expérience sur laquelle ils peuvent se projeter à chaque vidéo et se dire là, je vais passer un bon moment. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire un peu dans le storytelling en disant voilà, on a nos petites musiques un peu signatures qu'on met tout le temps, on a nos petits effets de glitch, etc. Et on essaie de mettre une atmosphère assez tôt dans la vidéo et de se concentrer un peu sur l'humain aussi qui est derrière l'histoire. Et je pense que cette petite sauce marche bien, mais c'est pas une valeur sûre non plus. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les gens se rattachent un peu à ça et nous, ça nous arrange bien parce que c'est ce qu'on aime faire. Mais
on n'a pas de strat magique sinon. Mais justement, parce que tu parles de communauté, souvent les communautés, on les agrège, on arrive à fédérer des gens parce qu'on publie beaucoup, alors que vous, pendant longtemps, vous publiez pas beaucoup. Ouais. C'est toutes les activités que vous faisiez avant, parce que vous étiez plus ou moins, en tout cas, visible, ou en tout cas, vu sur Internet, ou bien c'est la vidéo de la Mafaché, il y a une vidéo qui a lancé tout? Ouais, la vidéo là m'a fâché, a beaucoup joué. Je devais avoir à peu près 50 000 abonnés avant ça et je suis passé à 200 000 en quelques jours, tu vois. Donc c'était assez lunaire de voir les chiffres augmenter à ce moment-là. Là, tu comprends plus rien. Mais pour autant, après, on s'est pas dit on va faire que de l'enquête, on va faire que ça. J'en parlais avec Babor justement, qui lui aussi fait des enquêtes. Et il se rend bien compte qu'on ne peut pas faire que des enquêtes. Donc on risque de décevoir des gens, mais il faut qu'on fasse aussi d'autres trucs qui nous plaisent et qui sont tout aussi intéressants. Mais ouais, on a beaucoup de chance, je trouve. Là pour le moment, on touche du bois. Les gens sont contents. Sylvain, tu es youtubeur, enquêteur, tu es notre invité d'un réseau. J'ai une autre question pour toi. Est-ce que quand tu as commencé à faire des enquêtes, tu t'es dit il faut que je m'y mette parce qu'en fait, il n'y a personne qui enquête sur ce qui se passe sur Internet? Pas spécialement, ça s'est fait un petit peu par hasard. J'avais commencé à raconter une histoire sur un mec qui avait harcelé un de mes potes et moi par la même occasion un petit peu, mais sur l'époque Becherel ta mère et tout, et comment on l'avait coincé avec des petites astuces un peu malines, parce que c'était un mec qui se planquait bien et c'était un vieux, mais je sais pas pourquoi il faisait ça, il s'ennuyait. Et en fait la vidéo a très bien marché et je me suis dit mais en fait c'est ce que j'aime faire, de raconter ce genre de choses et de les faire en amont, d'expliquer un petit peu des trucs sur les réseaux, sur des petites arnaques, des choses comme ça, et donc je me suis dit je vais continuer un peu sur cette thématique là. Okay. Donc ça s'est fait un petit peu par hasard et maintenant c'est ce que j'aime faire, donc c'est cool. Alors donc tu te consacres maintenant totalement à la création sur YouTube avec Jules. Tout à fait. Comment ça se passe la vie d'un mec qui fait des vidéos, et surtout parce que toi t'es pas influenceur du tout? Non, je suis plutôt discret à côté de ça. Je fais peu de story Insta. J'ai fait un peu de Twitch passé un temps. J'ai du mal à m'y remettre, mais je suis plutôt tranquille. C'est un choix. C'est un choix, ouais. C'est un peu une lassitude aussi des réseaux. Et moi, c'est vrai que ça fait plus de 10 ans que je suis sur Twitter et on voit l'ambiance qu'il y a actuellement. Ça va, moi je trouve. Ouais, ça va, c'est bon. Détente. Ouais, non, c'est plus par. Voilà, ça me correspond pas trop, ou en tout cas je le sens pas trop de faire ça. Après c'est un jeu qu'il faut un petit peu faire aussi forcément quand on est là-dedans, mais tranquillement. Mais c'est quoi, ça veut dire quoi tranquillement? C'est relayer ces vidéos, donner un peu des news aux gens, leur faire comprendre que si voilà on a un Tipeee, si vous mettez 1 euro vous avez des petits trucs en plus, mais on y va tranquillement. Il y en a qui sont vraiment qui ont des plannings beaucoup plus stricts de post Insta, de tweets, etc. En tout cas j'imagine qu'ils se l'imposent un peu. Et nous c'est pas trop ce qu'on recherche et je suis content, tu vois. Genre, je me fais pas trop reconnaître dans la rue versus des gens qui ont mon nombre d'abonnés, je suis très content, tu vois. Ça me va très bien aussi. Mais les journées d'un youtubeur, on essaie de se structurer un petit peu avec des réunions, des petits points qu'on se fait avec Jules. Alors c'est des points à deux, mais c'est des réunions quand même de se dire ok, on regarde l'avancement de ça. Nous aussi on connaît ça. On fait notre petite réunion à deux, donc c'est aussi des réunions après tout. Oui, après tout. Et ça nous aide pas mal pour voir un petit peu où on en sera dans quelques mois en termes de sortie de vidéos et tout. Et voilà, moi après je suis beaucoup sur la partie montage, tournage, Jules une grosse partie d'écriture en amont, puis après on se retrouve un peu tous les deux et on fait le point, on fait un pré-montage où on essaie de comprendre comment réécrire le texte aussi en fonction des images qu'on a, ce genre de choses. Et autant j'aime beaucoup monter, autant là ça commence à devenir un petit peu épuisant quand on prend un peu plus de rythme dans les vidéos, donc j'aime bien monter des vidéos. Dans l'écran là comme ça tout le temps. Ouais. Mais en tout cas on s'amuse bien, donc c'est déjà pas mal. Et de plus en plus de youtubeurs, à l'image de MrBeast, montent des équipes avec un monteur, quelqu'un qui fait les vignettes, un artiste qui fait des vignettes et choses comme ça. Et toi là-dessus, c'est le but ça, ou bien pour l'instant c'est de ne pas dépenser trop d'argent et d'essayer d'en gagner déjà? Ouais, essayer de gagner de l'argent serait déjà pas mal parce que ça part très vite quand on a une société, de l'argent, c'est assez curieux, on découvre ça. Mais non, en vrai, l'idée oui c'est de pouvoir grossir un petit peu tranquillement, de se dire effectivement si on peut avoir un mec qui nous aide à monter les vidéos c'est super. Quelqu'un qu'on pourra former un petit peu aussi pour avoir un peu la même patte. Mais l'idée c'est de faire bosser quelques gens. Là on a un dessinateur, illustrateur, animateur aussi qui a bossé sur la prochaine vidéo avec nous. Et donc c'est de pouvoir aussi payer les gens avec qui on bosse. Mais sans grande prétention pour le moment, c'est vraiment de continuer notre activité. Et tu seras toujours dans le même décor ? C'est un décor en fond vert qui est malheureusement... c'est mon ancien appart. Donc là on est vraiment dans un bureau un peu moche pour le moment. Et
du coup, il n'y aura plus l'enseigne lumineuse. Ah, si, toujours le kebab. Est-ce que tu peux nous dire, tu peux nous raconter l'histoire, combien ça coûte? Parce que Sylvain a dans son fond de vidéo, son décor, une enseigne lumineuse kebab qui, je pense, a forcément été volée. Mais c'est tout Pas le monde du jalouse. Pas du tout. D'où vient cette enseigne? Dites la vérité. Rapidement. Ouais, sache qu'il y a des magasins dans Paris qui font des enseignes comme ça. Et genre, tu as des grandes vitrines remplies, pizza, kebab, internet, tout ce que tu veux. Et c'est un cadeau, donc je ne sais même pas combien ça coûte. Voilà, mais ça a fait. Mais il ne l'a pas volé. non, Au moins, je ne on l'ai sait pas maintenant volé. qu'il ne l'a pas volé. Je vais vous dire un Et truc. Guérin, il est Je l'aurais- perplexe. je l'aurais avoué, je l'aurais avoué. C'est pas ça. C'est juste que cette réponse, pour l'instant, le sentiment qui règne chez moi, c'est la déception. oui, bah oui. J'aurais Donc aimé tu seras avoir obligé une de histoire revenir. incroyable. Tu seras obligé de Et de revenir voler ici. quelque chose. Pas de souci. Merci Sylvain en tout cas Merci à d'avoir vous. été avec nous ici dans Réseau. Je rappelle que tu es youtubeur. Exactement, sa chaîne, ça s'appelle Sylvain. Vous écrivez le prénom Sylvain avec un Q à la place du A. Réseau, toute l'actu d'Internet. Avec Laurence et Guirane.